Non, mais en vrai, faut qu'on se fasse une raclette. C'est rien qu'en voyant leur machine, ça donne trop envie. Oh, oui. Il faut qu'on se refasse Massive Darkness. Oh, ça va être trop bien. On va tout faire en même temps. Bah, c'est surtout qu'en plus, la raclette, t'as l'appareil à raclette devant toi, là. Oui. Tu peux pas faire mieux que ça. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Ça me donne envie. Ça me titille les papilles, tu vois. C'est impossible. C'est comme quand on te présente un burger quand t'es dans un club de gym, tu vois. T'as le burger qui est devant toi. Tu sais que t'en as envie, mais... T'es dans le club de gym, quoi. C'est un moment... Sauf que le burger, il y a un côté individuel. La raclette, c'est collectif. Même si c'est ton rack, il y a quand même une gestion collective des ressources. T'as du partage qui est là, c'est ça qui est beau c'est avec la beau, raclette. c'est magnifique. Il y en a qui va apporter les patates, d'autres le fromage, d'autres la charcuterie, il y en a même qui vont apporter des légumes. Bon, ça va rien, voilà, c'est pas grave. C'est ça. Non mais, mine de rien, il y a une thématique avec ce dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que, voilà, on est avec Arthur Jacquet. Et bonjour à tous. Bonjour. Tu es game designer. Exactement, game designer indépendant. Game designer indépendant et avec des jolies compétences en illustrateur. Oui, je te vends. Oui, tout à fait, oui. Oui, j'ai un petit peu moins de temps de prétendre à cette compétence en ce moment, mais ça fait partie de mon palmarès. Et effectivement, c'était un peu la question de la thématique aujourd'hui. Alors, j'aime bien parce que je regarde littéralement l'appareil à raclette. Je sais qu'il donne envie. Bien sûr, puis c'est surtout raclette et jeux de société coopératifs. On est bien dans le thème. Justement, c'est la thématique aujourd'hui en game design de coopérer dans les jeux. Puisque c'est quand même quelque chose... dernièrement, on a parlé de jeux d'horreur, on a parlé de jeux finalement où on a un antagonisme parfois très fort avec notre environnement, avec ce qui nous tombe dessus. Et c'est vrai qu'on a parlé notamment de santé mentale, de gérer, d'accepter certaines choses. Des fois, et en plus, je crois que l'épisode sur la santé mentale avec Salomé Neuvière s'était terminé justement avec cette idée de on n'est pas obligé de faire ça seul. Tu vois, il y a d'autres personnes, il y a d'autres machins. Bah justement, la coopération dans les jeux, c'est cette idée-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois qu'on est en 73, un truc comme ça, où Pong devient par équipe, en 2 versus 2. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand le grand frère, on est en 88, il y a un jeu qui sort qui s'appelle Altered Beast sur Mega Drive, où c'est un jeu qui est particulier parce qu'en fait c'est du classique, tu sais, du 2D scrolling, c'est-à-dire que tu avances systématiquement vers la droite, tu affrontes tous les ennemis, il y a des boss, tout ça, tu récupères des trucs qui te permettent de te transformer, et selon le niveau auquel tu joues, tu te transformes pas en même créature, la plus célèbre étant le loup-garou évidemment, mais il y a d'autres trucs, et c'est le moment où je coopère avec mon grand frère. C'est la première fois que tu jouais vraiment en coopération, dans un jeu coopératif. Ouais. Oh, c'est beau. C'est très très cool. Et donc effectivement, cette idée-là, elle est restée jusqu'à la découverte de Portal. Excellente découverte d'ailleurs. Excellent jeu de manière générale. Voilà, Portal 2 2011. C'est ça. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est une tuerie, on est bien d'accord. Surtout qu'il fait suite au premier Portal qui a été vraiment une révélation à ce moment-là, qui a été absolument incroyable, qui a vraiment énormément mis en avant les jeux puzzle, jeux puzzle game de cette manière. Et c'est vrai que le 2, le fait d'avoir déjà une suite à ce genre de jeu était assez rare, mais le fait aussi d'avoir vraiment un côté coopération, un jeu puzzle game. Vous aviez eu d'autres jeux qui ont pu le faire, mais c'était des jeux qui étaient beaucoup plus de niche, beaucoup plus indépendants, donc pas des jeux qui pouvaient toucher un grand public. Mais Portal 2 a clairement eu sa place dans son panthéon de ce côté-là. C'est ça, Portal, c'est Valve qui le sort, c'est... le 2 est une révolution par rapport au fait d'être vraiment purement multijoueur, coopératif comme tu dis, avec quand même un truc, c'est qu'à la base Portal, c'est un puzzle game, donc il faut sortir de différentes salles, parce que visiblement il y a une entité qui vous met à l'épreuve sur plein de trucs, avec beaucoup d'humour en plus, c'est très décalé, c'est génial, mais là où c'est très très fort, je trouve, c'est que la mécanique de Portal, c'est qu'on a un portal gun
qui permet de créer des portails, donc un portail d'entrée, un portail de sortie, sur certaines surfaces. Mais vous gardez l'inertie. Donc si vous entrez à pleine vitesse dans le portail, vous sortez à pleine vitesse du portail. Donc la question c'est, est-ce que je crée un portail, par exemple si j'ai un fossé et que j'ai le moyen de créer un portail d'entrée au fond du fossé, est-ce qu'à un moment donné je me propulse en fait, c'est-à-dire que je vais tomber droit directement vers le bas, mais en fait en réalité vu qu'il y a un portail qui me connecte avec une autre sortie, mais en fait en réalité je vais me retrouver catapulté ailleurs. Et enfin juste en ligne droite, vous voulez juste faire flash. Sauf que c'est comme ça qu'on peut résoudre une pièce, de pouvoir sortir. On peut aussi déplacer des objets comme ça, en les faisant passer par des portails, et ça c'est quand on est tout seul. C'est ça, et surtout aussi les objets conservent aussi leur inertie comme vous de cette manière. Donc ça peut vous permettre de débloquer cette situation et d'envoyer au loin des objets pour qu'ils atteignent le plafond par exemple. Exactement. Le problème c'est que quand on est deux, il y a donc 2 portails d'entrée, 2 portails de sortie, avec la possibilité à tout moment de recliquer, puisque c'est portail d'entrée, portail de sortie, c'est clic gauche, clic droit. C'est aussi simple que ça. Le seul problème, c'est que à tout moment, il y a quelqu'un qui va cliquer et qui va annuler un portail parce qu'il l'ouvre ailleurs. C'est ça. Et ça, à ce moment-là, c'est le début des embrouilles. C'est le début où on va balancer la manette sur l'autre, ou en tout cas le clavier, à ce moment-là, sur le petit frère et la petite sœur, parce que ils savaient pas quoi faire, malheureusement, bien sûr. C'est surtout le moment où vous prenez vraiment cette inertie-là, parce qu'en fait, vous passez dans un portail comme Doctor Strange. Voilà, si vous avez vu Doctor Strange, il y a des portails, c'est exactement les mêmes, où en fait, effectivement, vous allez passer par un portail, vous arrivez vers le portail de la personne avec qui vous jouez, et en fait, la personne, elle ouvre un portail ailleurs, ce qui fait que le portail se referme devant vous et vous vous écrasez contre le mur. Après, et vous tombez. Oups, désolé, j'ai pas fait exprès. C'est ça. Donc ça marche d'enfer et effectivement c'est quelque chose qui va personnellement moi beaucoup m'influencer dans la logique. On en parlera un peu après, mais je pense qu'en termes de mécanique il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort là-dedans, notamment par rapport au fait que on commence à avoir des jeux. 2011 c'est 3 ans après l'arrivée de Left 4 Dead. C'est vrai. Left 4 Dead, c'est 2008. Qu'est-ce que ça a vieilli. Enfin, désolé, mais 2008, j'avais 13 ans à ce moment-là. Bon, je venais de rentrer au collège et je voyais en effet certains de mes amis qui avaient un PC. Parce que... Ah si, c'était tout le monde avait un PC à ce moment-là. Quoique... C'était pas dingue. C'était encore assez démocratisé, mais ouais, je pense qu'il y avait encore certaines personnes de mon entourage qui n'avaient pas encore de PC, et c'était vraiment les PC portables, enfin les PC fixes, en tout cas de ce côté-là. Et ouais, je les voyais en train d'y jouer, et moi je sais que j'avais pas le jeu à ce moment-là, mais quand ils m'en parlaient, mais c'était vraiment comment dire, c'était plus qu'un sujet de conversation, c'était vraiment un jeu sur lequel on pouvait se réunir pour en parler pendant des heures. C'est incroyable. Et juste pour parler de la partie qu'ils avaient fait la veille. Et c'était plus que de la coopération à ce moment-là, c'était vraiment une réunion entre des personnes qui avaient partagé un moment. C'est ça. Il y a un côté très émotionnel, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de raconter votre partie. Et de comparer en disant ouais mais à ce moment-là tu sais quand t'as jeté le truc là, et ben en fait c'est moi qui l'ai pris. Et l'avantage de Left 4 Dead en plus c'est qu'ils avaient des niveaux très iconiques avec des monstres extrêmement iconiques. C'est ça. Vous pouviez avoir un peu la même chose avec Resident Evil, mais Resident Evil était solo, et là au moins plus que coopération, c'était pas forcément de la coopération locale comme Thomas vous l'avez expliqué juste avant, c'est la coopération en ligne. Donc vraiment vous aviez 3-4 personnes qui étaient séparés des fois à l'autre bout de la France, des fois du monde derrière, et partager un moment. Aujourd'hui, ça peut vous paraître anodin, mais ouais, faut Back to the Future et let's go. Parce que 2008, pour situer, Facebook, YouTube, c'est 2004. Ok, on est au balbutiement en fait finalement de ces choses-là, même si Counter-Strike existe à ce moment-là, etc. Mais c'est vrai que Counter-Strike existe depuis la nuit des temps, ça marche pas. C'est pas faux. mais il y a une notion, comme tu le dis très justement, Left 4 Dead, on est sur un jeu qui se joue jusqu'à 4 en première personne. On l'a évoqué justement dans notre thématique horreur avec Salomé Neuvière, où justement le zombie, ça devient un élément perturbateur aléatoire.
c'est que potentiellement vous allez avoir un zombie dans une seule pièce, potentiellement c'est une vague de zombies, et évidemment tout autour vont se cacher des zombies spéciaux qui vont avoir comme vraiment fonction de séparer le groupe. Vous avez notamment le smoker qui en fait vous attire au loin avec sa langue. Vous avez le boomer qui, s'il explose, vous recouvre de bile et donc attire tous les zombies sur vous. Donc évidemment, vous êtes complètement... voilà, vous avez plein de trucs autour de vous. Vous voyez quasiment que dalle. Et évidemment, vous vous dites, il suffit de pas lui tirer dessus. Oui, sauf que le principe, c'est que depuis le départ du jeu, là, de votre partie, vous tirez sur plein de morts vivants. Voilà. Donc évidemment, quand il y en a un qui vous saute dessus, il y a des mauvais réflexes. Et il y a beaucoup de zombies, hein. C'est pas genre un ou deux, vous avez vraiment des vagues par vagues qui vont arriver, vous avez énormément d'éléments, des fois destructibles avec des voitures, des bâtiments qui sortent de partout, vous avez beaucoup de coins, de recoins, de couloirs. Les alarmes de voitures. En fait, tu marches et là t'as un pote ou une pote qui déclenche une alarme de voiture, t'entends le truc. Et là, tu sais ce qui va t'arriver dessus. Tu sais que tu dois te préparer. Et là, tu sais ce qui se passe. Ouais. Et pareil, tu te balades, et d'un coup, t'entends le grognement du tank. Ce moment-là qui est terrifiant. Et là, tu sais que ça fait 3 fois que t'as recommencé le niveau. Ça fait 3 fois que t'en as marre. Et tu sais qu'à ce moment-là, tout peut se jouer. T'as 2 solutions. Soit tu fonces comme un dératé, soit tu restes pour combattre. Le problème, justement, c'est que t'es pas tout seul. Cette décision, c'est pas à toi de la prendre. C'est au groupe entier. Et ce qui est bien à savoir avec Left 4 Dead, c'est qu'elle a été programmée de manière assez bien dans son truc. C'est que il va toujours cibler les personnes qui sont souvent en panique ou qui sont séparées du groupe. Et c'est assez bien foutu, ça veut dire que si par exemple vous tirez un peu partout et que vous videz votre chargeur en moins de quelques secondes, vous êtes considéré comme en panique, ce qui fait que le jeu va plus facilement vous cibler, va plus facilement essayer de vous envoyer des zombies à la gueule. De la même manière que si vous êtes séparé du groupe, vous allez avoir des zombies plus spéciaux, comme Thomas vous l'a dit, qui vont vous arriver dessus histoire de vous punir de ça. Donc c'est vraiment un jeu coop par excellence, mais surtout c'est un jeu qui force la coopération, même dans des moments où t'as juste qu'une envie, c'est de te barrer. Et tu sais que si tu te barres, en fait, il y a d'autres problèmes qui vont arriver. Donc t'es obligé de faire en sorte que ton équipe reste en vie. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui meurt pour le faire revenir à la vie, mais c'est terrible, parce que en plus du fait que vous devez rester en vie, vous devez justement le raise à ce moment-là, sauf que du coup ça prend du temps, vous pouvez rien faire d'autre à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous êtes à 2, c'est compliqué, mais si vous êtes à 4, c'est-à-dire que les 2 autres personnes doivent vous protéger pendant que vous faites la résurrection. Donc c'est vraiment... Sinon ça s'annule. Exactement, parce que c'est plus que de la coopération, c'est l'interdépendance. Et c'est ça en fait qui est bien dans Left 4 Dead, c'est que vous ne pouvez pas avancer si les autres ne vous suivent pas ou font des choses contraires à ce que vous dites. Et c'est quelque chose qui est très fort comme mécanique, parce que justement, vu que c'est à la première personne, ça va imposer une perspective. C'est-à-dire que vous dirigez une caméra. Globalement, c'est ça. Hein. Votre personnage et la caméra se confondent. Donc, ce que vous allez voir, potentiellement, ça va être la menace, mais potentiellement, vous ne voyez pas vos collègues qui sont derrière vous. Et inversement, il y en a qui vont vous voir vous, mais qui vont pas comprendre sur quoi vous tirez de suite. Et c'est ça qui est très rigolo, c'est qu'en plus, comme tu le disais, alors il y avait Left 4 Dead 1 et puis après il y a eu le 2 qui est sorti, qui encore aujourd'hui, si vous voyez Left 4 Dead 2, encore une fois, vous êtes 4, vous dites tiens, on va passer une soirée sympa, il doit être à 5 euros ou quelque chose comme ça, enfin, en solde, il doit pas être très cher parce qu'il date un peu. Par contre, il y a toutes les cartes du 1 qui sont dans le 2. Et pour le coup, ce qui est très fort, c'est que quand tu es en difficulté, notamment le smoker avec sa langue, notamment le hunter qui te roue de coups et qui vraiment te bloque au sol, il te faut l'aide d'une personne de ton équipe. Pour te libérer. Pareil, quand tu es à terre, la première fois en fait que tes points de vie sont réduits à 0, effectivement, il te faut quelqu'un pour te relever. Et ensuite, quand tu meurs, tu réapparais un peu plus loin sur la carte, mais tu es, entre guillemets, emprisonné. Donc tu suis ton équipe et c'est ensuite que tu vas avoir la possibilité de la rejoindre sur un certain point. C'est très très malin en fait de gérer ça, et le nombre de fois où en plus il y a un système de messages où en fait on t'affiche quand est-ce que tu as aidé quelqu'un.
Je sais pas si tu te rappelles ça. Non, j'avoue que. Alors, ça, c'est pas quand la une chose personne dont je est prise pour cible Ouais. et que tu dégommes en fait le zombie qui était sur le point d'infliger des dégâts, ou quand tu dégommes un zombie spécial qui avait justement capturé quelqu'un de l'équipe, il y a marqué un des jeux à sauver. Ok. Et du coup, c'est très drôle parce que justement, cette mécanique-là, elle intervient aussi quand tu relèves quelqu'un, mais elle intervient aussi quand tu soignes quelqu'un, quand tu utilises ton propre pack de médic pour soigner une autre personne. Quel beau sacrifice, mon Dieu. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a un niveau. Alors, c'était des mini-campagnes qui enchaînaient plusieurs niveaux, mais on pouvait faire les niveaux indépendamment. Et il y a un niveau qui est très connu dans Left 4 Dead 2, car il était arrivé après la sortie du jeu, où le principe de base du niveau, c'est qu'il y a une personne dans l'équipe qui ne va pas s'en tirer. Il y a une personne dans l'équipe qui va devoir activer un mécanisme pour sauver les autres. Et vu que c'est pas scénarisé, Je ne même pas. Ah Ça, ouais. c'est terrible. Ça Il- fait tellement il est longtemps. incroyable. Ben, c'est surtout que depuis, en fait, il y a plein de jeux qui sont sortis, qui ont découlé de cette logique-là. Aujourd'hui, Il y a 1 ou 2 ans, c'était Blood. Back 4 Blood, Exactement. de la même équipe qui marchait moyen. Qui a pas du tout marché d'ailleurs. Ouais, Désolé de vous c'est- le dire, hein, mais Left 4 Dead reste encore pour moi la meilleure référence que Back 4 Blood. Il y a Clairement. World War Z qui est pas mal. Oui, Euh, j'avoue. parce que vous êtes sur du 4, c'est juste que vous voyez votre personnage et que vous développez en fait de l'équipement pour vos armes principalement en jouant avec. Donc ça c'est un truc que j'aime bien dans les jeux, ça a c'est été de une te agréable donner surprise. des choses gratuitement parce que tu joues avec. C'est-à-dire en gros, tiens, amuse-toi encore plus et tu verras, tu pourras débloquer d'autres trucs. Donc ça veut dire que tu as quand même des espèces de mini-récompenses régulières tout en ayant du coup plus de possibilités de jeu qui s'ouvrent très très rapidement. Donc ça c'est intéressant. Et effectivement, il était pas mal du tout. Et après, pour moi, les deux concurrents les plus sérieux à Left 4 Dead, c'était Vermintide côté Warhammer et Darktide côté Warhammer 40 000, où là on est sur des univers très sombres et des personnages qui sont déjà teintés. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas simplement des armes différentes, ils vont avoir des pouvoirs. Et que du coup, il va falloir mixer les armes et les pouvoirs entre eux pour pouvoir créer en fait des personnages qui vous correspondent vraiment. C'est ça. Et ce sont souvent des personnages qui sont un peu à double tranchant. Je vois par exemple la magicienne de feu. La pyromancienne. C'est ça, la pyromancienne. C'est mon personnage préféré. Moi aussi. Mais le problème, c'est que, et je vais vous expliquer pourquoi, quand vous n'avez plus de mana pour lancer des compétences, elle utilise ses points de vie pour pouvoir lancer des sorts. Sauf que du coup, ça descend très vite. Donc, ce qui arrive quand vous avez des vagues de rats, de Skaven, du coup, ce sont les rats de Warhammer, qui vous arrivent dessus et que vous dites, oh, un petit mur de feu en face, ça trop bien, et que vous voyez plus que vous aviez que 10 points de vie. Ah bah tout de suite, vous mourrez, vous mettez vos équipes dans la mouise. Et surtout, ce qui est très bien avec... alors Darktide, je ne sais pas, mais Vermintide, j'en suis sûr, c'est que dans les hauts niveaux, donc vraiment les niveaux de difficulté hauts, vous avez le Friendly Fire qui est activé. Vous faites du mal à vos coéquipiers C'est ça. et coéquipières. Donc si par exemple, comme je le dis, vous faites un petit mur de feu et que vous êtes même positionné, bah, si ça se trouve, vos coéquipiers doivent se prendre ce mur de feu pour pouvoir vous sauver. Ouais. Ce qui fait que du coup, un mauvais calcul et vous avez fait plus de mal que de bien derrière. Ah bah Left 4 Dead 2 au niveau le plus haut, tu ne vois plus tes collègues en transparence. S'ils sont dans une autre pièce, tu ne les vois pas. Oui, exactement. C'est terrible parce que du coup, tu ne vois pas quand ils sont attaqués. Et tu leur infliges des dégâts. Donc en fait, quand il y a une vague de zombies de partout, tu tires sur tout ce qui bouge, potentiellement tu tires sur tes collègues. C'est ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que si vous jouez vraiment dans le jeu, vous avez un peu le chat de proximité, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc vraiment, si les autres personnes sont trop loin, en fait, vous pouvez même pas communiquer. Ça peut être très drôle. Donc si ça se trouve ici, je suis dans une vague ennemie. Et toi, tu tires sur une vague ennemie. Ah bah mince, je suis arrêté. Et en fait, c'est pas la même. Bah justement, on va pouvoir parler de ces mécaniques un peu plus poussées, c'est-à-dire que effectivement, il y en a qui ont écouté cette émission jusque-là et qui se sont dit non mais attends, ils n'ont pas parlé de jeux de société, ils n'ont même pas parlé de jeux de rôle, c'est bizarre ça. Quoi Et justement, on en parle. Et effectivement, depuis Left 4 Dead, depuis ces jeux-là, on a eu pas mal de jeux qui sont sortis. Vermintide, Darktide, on a Helldivers, si vous êtes plutôt ambiance Starship Troopers ou Terminator. Tirer sur tout ce qui bouge et surtout tirer sur vos coéquipiers, encore une fois, bien sûr. Dans l'espace, vous avez Void Crew, où vous pouvez contrôler à 4 un vaisseau spatial face à un envahisseur alien. Et donc, du coup, vous avez des missions d'infiltration, de destruction, des choses comme ça, où il y a une personne qui va être pilote, les autres vont être canonniers. Voilà, vous êtes explorateur, vous pouvez être technicien aussi. Technicien, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez les rôles
les rôles en fait vont avoir des compétences particulières qui vont vous être distribuées, ce qui fait que même si techniquement vous pouvez tout faire, vous n'avez pas les mêmes possibilités qui vous sont offertes derrière. C'est ça, c'est pilote, vous allez pouvoir tourner plus vite, virevolter, etc. Alors que par contre, mécano, effectivement, vous allez pouvoir réparer des avaries beaucoup plus vite, en consommant moins de ressources, des choses comme ça. C'est vrai que ça a un impact énorme en fait sur la coopération, c'est qu'en plus la perspective elle change. C'est-à-dire que je ne sais pas si toi tu avais une vue d'ensemble du vaisseau. Quand tu es canonnier, non, c'est toujours une vue à la première personne, mais du point de vue canon, tu peux juste voir de haut et en bas, mais la seule personne qui a cette vision d'ensemble, c'est le pilote. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de coopération, enfin de communication qui se fait derrière, c'est que le pilote va dire aux techniciens où se trouvent un peu les avaries, s'il y a des problèmes de moteur, etc. avec le technicien. Il va aussi donner au canonnier où se trouvent les ennemis, il va pouvoir les cibler notamment. Le canonnier va pouvoir aussi lui dire si oui ou non le pilote est bien positionné, parce que vous pouvez vous placer que d'un côté ou de l'autre du vaisseau en fonction de là où se trouvent les armes, évidemment. Et vous avez l'explorateur qui est toujours là, derrière, en train d'essayer de choper des trucs, qui va dire « Faut peut-être venir me récupérer, s'il vous plaît ». Non, tant pis. Bon, tant pis. Et c'est vrai que cette ambiance très Firefly, très Stargate des fois, on n'est pas obligé d'aller sur ce terrain-là. En plus, on a le cas particulier de Sea of Thieves, qui est un open world, donc un jeu à monde ouvert, pirate, gigantesque, qui se paye le luxe d'avoir des licences comme Pirates des Caraïbes et Monkey Island en prime, et qui vous permettent d'aller retrouver en équipage Jack Sparrow, ou alors de combattre d'autres équipages de joueurs. Non, là il y a notamment le fait que la coopération, c'est potentiellement simplement de cuisiner à plusieurs, comme dans le jeu Overcooked. Exactement. Qui est juste incroyable, parce que le jeu dans son level design est fait pour qu'à un moment donné vous allez vous gêner en fait. En fait, c'est un jeu qui va littéralement casser la coopération. Ce qui fait que même si le jeu en soi est un jeu coopératif, la plus grande difficulté va être justement la coopération. Parce que vous allez souvent vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous voyez un peu le jeu ou si vous ne le voyez pas, vous avez ceux qui vont faire la vaisselle, ceux qui vont cuisiner, ceux qui vont préparer les plats, ceux qui vont apporter les plats, etc., etc. Donc, comme pour une cuisine un peu plus classique. Sauf que vous êtes 4 et vous avez, au maximum, et vous avez peut-être une dizaine de clients qui vont arriver d'un coup. Sauf que le niveau, là où vous dites, c'est bon, il y a une cuisine, ça passe, on met dans la machine à laver et puis basta. Sauf que du coup, des fois, vous allez vous retrouver sur un bateau où vous allez devoir envoyer les ingrédients d'un côté et de l'autre du bateau pour pouvoir les donner à vos coéquipiers. Vous allez être sur de la glace, ce qui fait que vous allez glisser. Donc, vous avez énormément de niveaux qui vont casser cette coopération, et c'est à ce moment-là où vous allez vraiment prendre plaisir à ça, ou prendre même plaisir à vous détester. C'est que les tomates elles sont toujours pas coupées, je comprends pas. C'est ça, à un moment on a dit à quelqu'un non mais je t'avais demandé de couper les tomates, et en fait tu te rends compte qu'il était déjà en train d'éteindre le feu parce que le four a pris feu derrière, parce qu'il n'a pas été, il y a quelque chose qui a brûlé, sauf que comme il n'a pas communiqué, du coup ça a foiré toute la chaîne de commandement derrière. C'est génial. Sauf que comme il n'y a pas de haut à la chaîne de commandement, en fait c'est un cercle vicieux, et ce qui fait qu'à la fin, vous avez perdu en brûlant la moitié de votre clientèle et en ayant fait un pauvre sandwich jambon tomate. C'est ça, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, vu qu'on est dans un univers cartoon, si ça cuit un poil trop longtemps, ça prend feu. Donc à partir de ce moment-là, c'est les extincteurs, sauf quand effectivement l'autre est en train de couper quelque chose en plein milieu. Enfin, c'est ça. Ça casse du coup la chaîne qu'il y a derrière, donc ça foire absolument tout. On va pas se mentir. Hein. Et pareil en coopération, on revient à la coopération à deux. On a notamment It Takes Two, où on est sur des problèmes de couple. Exactement. Avec justement pas mal de choses qui sont abordées, notamment le concept de charge mentale, où à un moment donné on se retrouve avec le personnage masculin-féminin, où le personnage masculin, le même niveau est beaucoup plus facile en jouant de son côté que le personnage féminin qui va galérer. Et des fois ça s'inverse. En fait ça va dépendre du niveau en soi, parce que du coup le but ça va être d'explorer la problématique de couple déjà, la problématique mais aussi la problématique de parentalité qui se pose énormément, qui est quand même aussi l'un des problématiques de jeu. Ouais, et c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on est sur une coopération qui nourrit la narration, et inversement, la narration qui justifie cette coopération. Et c'est vrai que là-dedans, on retrouve un peu aussi
ce principe du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on va te demander de bien vouloir en fait prendre la place. Alors peu importe, il y a dans ce jeu-là, effectivement, c'est un couple qui se dispute, etc. Mais rien ne vous empêche en fait, peu importe, de jouer l'homme ou la femme. C'est-à-dire, il y a justement l'idée, c'est d'épouser une perspective autre en coopérant. Et c'est là où un moment de convivialité comme un jeu de rôle papier, parce que mine de rien, hein, on parle de jeux vidéo depuis tout à l'heure, mais en réalité, ça c'est un truc qui existe depuis 70-80 à la rigueur pour Donjons et Dragons, mais il y avait déjà des tentatives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va avoir un jeu de coopération, je pense à Pandemic pour un jeu qui est extrêmement connu en termes de jeux de société par exemple, ou la série des Horror Arkham dont on a parlé il y a pas très longtemps dans cette émission. C'est vrai que dans cette logique, à la fin, c'est pas pour rien qu'on raconte notre partie aux autres, c'est parce qu'en fait on n'a pas vécu la même. Et ça, c'est un truc où, si jamais vous travaillez en associatif, si jamais vous travaillez sur un projet à plusieurs, en entreprise, Exactement. il faut toujours se rappeler que la journée, vous n'avez pas vécu la même. Et c'est pas pour rien qu'on se raconte ce qui s'est passé, c'est parce que c'est là où on se rend compte de potentiellement, ah mais c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que le truc a explosé derrière. C'est ça, c'est la prise en compte du point de vue de l'autre. C'est ça. C'est pas, bah oui, j'ai fait péter le truc parce qu'il y avait un méchant à côté. Et d'un coup, c'est là où il y a certaines choses, des incompréhensions, où on peut avoir des rataches. Et c'est pour ça que moi, quand j'interviens en entreprise notamment, je fais jouer des jeux. Parce que du coup, ça permet des fois de voir sur table où est le problème, et que des fois, c'est pas les gens qui sont pas motivés. C'est juste qu'à un moment donné, c'est la perspective qui manque, la notion que potentiellement, votre partie n'était pas la même. C'est ça. Et c'est toujours en fait un même problème de communication qui va se faire et qui va surtout rythmer la coopération, en fait, quelle que soit la manière dont elle se voit, que ce soit dans les jeux de société, dans les jeux de rôle, dans les jeux vidéo ou en entreprise, comme tu disais, ça va être surtout la communication qui va découler obligatoirement de la coopération. C'est ça. Et que derrière, on a quand même c'est pas pour rien que je parlais du message comme quoi vous avez aidé un tel, etc. C'est que les jeux qui vont favoriser la coopération, ils ne le font pas simplement en augmentant cette notion de perspective, ils vont aussi le faire en récompensant les moments justement de coopération. Et ça aussi, c'est un truc intéressant, c'est le côté, à un moment donné, d'avoir cette idée de support et cette idée de potentiellement ah mais c'est toi qui as fait ça, ah oui, oh, bien joué, ça j'en avais besoin ça. Merci. Ça... En tout cas, ouais, on aura, je pense, l'occasion de creuser des sujets très spécifiques, en tout cas sur... Je pense que chaque jeu peut facilement être pris indépendamment pour faire toute une émission derrière. Tellement il y a de choses qui peuvent se dire. Complètement. On va avoir notamment le cas de Karmazu, où on est sur de la coopération, où on n'est que sur de la coopération positive. Et alors ça, c'est un peu particulier. Ouais, et ça marche d'enfer et ça influence notamment le rapport des gens à l'intérieur de la communauté, qui du coup devient beaucoup plus positif aussi. Comme quoi le jeu vidéo, il a encore... Voilà, il y a deux, trois trucs. Ça peut donner le sourire, c'est beau. En tout cas, en attendant, merci beaucoup Arthur pour ta participation. Mais merci de m'avoir invité, Thomas. En tout cas, c'était un réel plaisir. Donc Arthur Jacquet, notamment sur LinkedIn, pour découvrir... Vous pouvez me retrouver souvent sur LinkedIn, de ce côté-là. Même si je ne poste pas beaucoup, je suis toujours mais tu as tes jeux qui sont présents, on Exactement, le sait. sur Itch.io et tout. Peut-être un jour, je vous présenterai le nouveau projet, qui sait. Yes. Et en tout cas, en attendant, merci beaucoup et puis à très bientôt sur Radio Clapas.